J'ai entendu 2 détonations coup sur coup qui m'ont tiré du sommeil. Il devait être 4h, 4h15 du matin. Je dois avouer que dans un premier temps, je n'avais pas trop bien réalisé si je venais de rêver ou pas. Et puis ensuite, j'ai entendu quelqu'un courir, haleter dans la rue. Et puis, quelques secondes après, le bruit d'un rideau métallique. Ce matin-là, je roulais, il était à peu près 4 heures du matin. Je me rendais à la mosquée, je suis musulman, je vais prier le matin très tôt. Et au centre-ville du Bouscat, j'aperçois un corps. Dans un premier temps, je ne savais pas que je pensais que c'était un sac poubelle, je suis désolé de dire ça. J'ai fait marche arrière et je me suis aperçu que c'était un corps. J'ai attendu quelques minutes, ne sachant pas trop quoi faire. Et je me suis décidée à me diriger vers le balcon de ma cuisine. Alors j'ai vu un corps étendu, là, pratiquement au milieu de la rue, et une voiture qui était arrêtée. Il était environ à 2 mètres du trottoir, à plat ventre et inerte. Il bougeait plus. J'ai pas touché le corps, j'ai appelé la police. Le 14 juin 2003, à 4h20 du matin, les policiers découvrent dans cette rue du Bouscat le corps d'un jeune homme. Il se nomme Jamil Saifi, il a 19 ans, il a été tué par balle. J'ai dit aux policiers que j'avais entendu un bruit métallique, un bruit de rideau métallique qui s'abaissait, et que cela me faisait penser au rideau métallique du bar, puisque c'est un bruit que j'entendais régulièrement chaque soir lorsqu'il fermait vers 9h, 9h30. Là où se situe cet immeuble en construction, c'est là que se trouve le bar du Monument. Sur le trottoir, entre le bar et le cadavre, les enquêteurs remarquent des traînées de sang. Ils découvrent aussi, près du corps, une antenne métallique curieusement tordue. À 6h15, le propriétaire du bar, Jean-Pierre Glosy, se présente aux policiers et déclare qu'il a tué le jeune homme. Il l'aurait surpris en train de cambrioler son établissement. C'est quelqu'un qui subit un Xème cambriolage et qui va avoir un geste qui pour lui est un geste de légitime défense. Il est chez lui, il est 4 heures du matin, il ne sait pas si ce cambrioleur est armé, s'il y en a un, s'il y en a deux, on est dans l'obscurité, il a ce geste. Jean-Pierre Glosy est défendu par l'un des ténors du barreau bordelais, maître Benoît Ducos-Sader. Il est assisté de maître Julie L'Hospital. Le procès s'ouvre le 29 mai 2007, près de 4 ans après les faits, devant la cour d'assises de la Gironde, à Bordeaux. L'audience doit durer 2 jours. Tous les témoins du quartier sont présents à l'ouverture de l'audience. En revanche, manquent à l'appel les 3 amis de la victime, pourtant présents devant le bar la nuit du drame. Pour la défense de Jean-Pierre Glosy, c'est un premier coup dur. Jean-Pierre Glosy, âgé aujourd'hui de 56 ans, est poursuivi pour homicide volontaire. La justice considère en effet qu'il y a eu l'intention de tuer Jamil Saifi, ce qu'il conteste. Il a effectué 1 année de détention provisoire. Il est donc en liberté depuis près de 3 ans. Il risque une peine de 30 années de réclusion criminelle. La partie civile est représentée par un autre ténor du barreau bordelais, maître Éric Grossel. Pour la défense, Jean-Pierre Glosy, surpris en pleine nuit par un cambrioleur, a agi en état de légitime défense. Ses avocats plaideront donc l'acquittement pour leur client. L'accusation sera soutenue par l'avocat général Jean-Pierre Esperben. La Cour. Les débats seront dirigés par le président Michel Regaldo Saint-Blancard. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Du côté de la famille de Jamil Saifi,
Assisteront à l'audience son père, son oncle, son frère et l'une de ses cousines. La cour va d'abord examiner l'enchaînement des faits cette nuit-là. C'est la clé du procès. Cela devrait permettre de savoir si l'accusé a tiré dans un réflexe de peur ou s'il a voulu donner la mort. Première étape, la version de Jean-Pierre Glosy. J'ai entendu le rideau et après j'ai entendu parler. Mais parler comme si il y avait quelqu'un dans le bar. Et là j'ai dit quand même, mais parler, mais pas qu'une personne, j'ai entendu parler. J'ai dit quand même, putain, mais... Et j'ai entendu un petit peu, puis après je me suis levé, j'ai entendu du bruit. Pas énormément du bruit, mais du bruit. Putain, et là je me suis levé, et j'ai vu une ombre, quoi, j'ai vu une ombre. J'ai pas pu bien définir qui c'était, et puis j'ai dit, oh, qu'est-ce que tu fous là, ou un truc comme ça, j'ai dû dire à la personne, et puis voilà, quoi. Puis après, ça a été tellement vite, j'ai essayé de l'attraper, il est parti d'un côté, de l'autre, et puis après, au lieu de se barrer sous le rideau, par où il était arrivé, certainement, je sais pas s'il a loupé l'entrée, il est venu vers moi, et puis voilà, quoi. Puis je croyais qu'il allait me filer un pain dans la gueule, je sais pas. Il vient vers moi, j'ai tiré deux fois, pam pam, et il est repassé dessous, il est parti, quoi. Ah ouais, moi jamais je pense qu'il est touché, jamais. En fait, Jamil Saifi a été blessé mortellement par la seconde balle tirée par le cafetier. Le jeune homme court, plié en deux sur une trentaine de mètres, puis s'effondre sur la chaussée. Ses trois amis assistent impuissants à sa chute. Aussitôt, il s'enfuit, sans même tenter de lui porter secours, en direction d'une petite rue adjacente où ils ont dissimulé leur véhicule. J'ai entendu dire dégageons vite, vite. Ils ont mis le moteur, allumé le moteur, et ils ont fait une marche arrière jusqu'au bout de la rue. Et après, j'ai plus rien entendu. Pour moi, ses copains étaient là, hein. Ils étaient pas loin. Hein. J'ai pris la lampe de poche, j'ai vu qu'il y avait du sang par terre. Alors là, j'ai baissé le rideau. J'étais dans ma chambre. Je me suis habillé. J'ai mis un jean, un t-shirt et des baskets. Et comme je ne savais plus où j'avais filé mon revolver, parce que j'étais complètement paumé, j'avais un vieux fusil que j'avais dans la chambre. Et je suis parti avec le fusil, j'ai fait le tour du quartier. Revenant sur le carrefour par une autre rue, Jean-Pierre Glosy découvre le cadavre de sa victime. Je vois une personne dans le carrefour, allongée, et là je vois que la personne, je le vois, elle est complètement... Et là j'ai vu qu'il était mort, quoi. Puis les gens commençaient à arriver, les lumières et tout, j'ai dit, oh putain, alors là ça y est. Je dis, putain. Je me dis, ça y est, t'as tué quelqu'un. De retour dans son bar, Jean-Pierre Glosy tente encore d'effacer les traces de sang. Il recharge son arme avec de nouvelles cartouches et dissimule les deux étuis percutés dans le tuyau d'évacuation de la machine à laver. Puis, il attend. Ils sont venus chez moi, je me suis foutu sur mon plumard, et puis j'ai dit, ça y est, j'ai pris la tête comme ça, puis je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que tu vas faire? Et je voyais les crédits, les bordels, les machins, les impôts, j'ai dit, enculé, comment tu vas faire? Je voyais tout mon travail, en l'espace d'un instant, tout qui allait se casser la gueule, et puis je savais ce qui m'attendait, je suis pas con quand même. Jean-Pierre Glosy ne se livrera aux policiers qu'à 6h15. Il sait aujourd'hui que ce retard lui sera reproché.
Au petit matin, lorsque évidemment les policiers sont là pour faire les investigations, il va aller à ce moment-là se dénoncer avec ces 2 heures de retard qui sont regrettables, mais il va le faire à ce moment-là et après il va assumer totalement. Pourquoi s'est-il rendu? Il était tranquillement dans son lit, et quand il s'est rendu compte que ça tournait autour de sa maison et que les pistes se rapprochaient et qu'il voyait peut-être, il entendait du bruit sur le volet métallique, il s'est dit, ça y est, il y a peut-être des traces de sang, et c'est d'ailleurs le cas. Ils m'ont identifié, je suis piégé, il faut que je me rende. Que s'est-il réellement passé derrière ce rideau de fer? La version de l'accusé est-elle la bonne? C'est ce que la cour d'assises va essayer de déterminer en entendant les médecins légistes et l'expert en balistique. Pour Maître Grossel, les photos prises durant la reconstitution judiciaire prouvent que Jean-Pierre Glosy ne dit pas la vérité. Venant de droite, l'accusé, enfin M. Glosy, se trouve à moitié barre et nous dit « Je le trouve ici » et il s'agite, il s'avance vers moi menaçant, il renverse des tables et des chaises, etc. Je ne vois pas comment il peut s'approcher de quelqu'un qui a une arme et qui le menace, à moins d'être masochiste. Non, au contraire, il fuit de l'autre côté du bar et c'est en fuyant qu'il lui tire dessus parce que l'autre, Glosy, ne veut pas qu'il s'enfuit. Il veut absolument l'atteindre pour le maîtriser et l'arrêter. Il dit textuellement « J'ai voulu le bloquer, c'est pas mon caractère de le laisser partir, il ne fallait pas qu'il s'enfuit. » Genre, j'avais obtenu effectivement quelqu'un qui rentrait chez moi, donc il fallait absolument que je le livre au service de police et qu'il ne parte pas. Et en traduisant ce qu'il dit, en lisant entre les lignes, j'ai tiré pour qu'il ne parte pas. Donc on n'est quand même pas dans la légitime défense. De l'audition des experts, une certitude s'impose. Djamil Saifi n'a pas été atteint de face, mais de côté, par une balle qui a pénétré son flanc droit avant de perforer un poumon et une partie du cœur. La zone d'ombre qu'il y a dans cette affaire, c'est de savoir, en fonction de la trajectoire de la balle dans le corps de la victime, si la victime se trouvait vraiment face à lui, ou bien, au contraire, plutôt de 3/4 et pouvait, à ce moment-là, ne pas être dans un face-à-face inquiétant. Le rideau ici, à 4h du matin. Mais si on ferme. Ah oui, c'est vrai. L'expert vient vous dire, Glosy nous raconte que le gamin fuit avec le côté gauche vers Glosy, et parce qu'il entend un premier coup de feu, comme on va dire une danseuse étoile, il fait un triple saut, il fait une pirouette, il se retrouve en sens opposé, ce coup-ci du côté droit. Enfin, c'est pas très crédible, sachant qu'il y a une table d'un côté avec des chaises, il y a la porte entrouverte avec la poignée, enfin, c'est vraiment pas très crédible. La version qui, à mon avis, est la mienne, je ne sais pas si c'est la bonne, mais elle me semble beaucoup plus conforme aux constatations. Effectivement, il s'est approché de lui à peine qu'il soit rentré, et quand on compte la distance du bras, la longueur du bras à 1m30, dit l'expert balistique, il lui tire une balle de 357 Magnum dans l'abdomen. Donc il est quasiment certain qu'il va le tuer. Et il le fait volontairement. À l'issue de cette demi-journée d'audience, les jurés ont encore du mal à se faire une opinion. Certes, Jean-Pierre Glosy a été surpris par un cambrioleur. Mais a-t-il tiré par peur ou a-t-il conservé la maîtrise de ses actes? De la réponse à cette question dépend l'issue du procès. La reprise d'audience s'accompagne d'un rebondissement. Le parquet général a retrouvé la trace de l'un des amis de Djamil. Il se prénomme Anthony et il est en prison pour une autre affaire de vol. Anthony raconte que cette nuit-là, vers 2h du matin, il quitte la résidence Saint-Jean près de la gare de Bordeaux en compagnie de Djamil et de 2 autres jeunes gens, Nordine et Abdelrahim. Leur objectif officiel est de se rendre dans une discothèque de Lacanau au bord de la mer.
Mais ils n'ont pas assez d'essence et l'établissement sera sans doute fermé à leur arrivée. Ce soir-là, on était entre copains, on voulait aller en boîte de nuit à la Cano au bord de l'eau. On n'avait plus d'essence, on n'avait pas de carte bleue pour prendre de l'essence et toutes les stations étaient fermées, les autres stations étaient fermées. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a peut-être été tenté de rentrer dans ce bar. Non pas pour prendre dans la caisse, parce que bon, une caisse de bar, en principe, la nuit n'est pas remplie. Mais je crois que c'était plutôt pour prendre, on ne l'a jamais dit, on ne le saura jamais, mais pour prendre une ou deux bouteilles pour continuer à faire la fête. Je crois que l'histoire, elle est malheureusement là. C'est une mort pour une bouteille d'alcool. Terrible, hein? Les 4 jeunes gens se retrouvent au Bouscat, la banlieue chic de Bordeaux, sans pouvoir vraiment expliquer pourquoi. En passant devant le bar du monument, ils repèrent le rideau de fer mal fermé. Les 3 jeunes qui étaient dans la voiture avec la victime disent « le rideau était levé ». Et je pense d'ailleurs que c'est ce rideau levé qui a attiré ces jeunes. Nordine et Djamil descendent devant le bar, tandis que les 2 autres vont cacher le véhicule rue Blanchard, à 100 mètres de là. Tous les 4 se rendent bien vite compte que si le rideau de fer est levé, l'entrée du bar est encore interdite par une porte vitrée fermée. On a essayé en vain de forcer la porte avec une antenne tordue durant un bon quart d'heure, raconte Anthony. Il ajoute, avec le boucan qu'on faisait, on était sûr qu'il n'y avait personne. C'est très intéressant, on vient d'entendre un témoin qui peut-être n'a pas osé parler parce qu'il ne voulait pas être poursuivi pour tentative de cambriolage, mais aujourd'hui, qu'il ne reste plus rien, sa langue se délie. Il nous dit, en fait, nous sommes restés à 4 devant le rideau à essayer d'ouvrir la porte vitrée qui était derrière. Comme on n'y arrivait pas, nous sommes partis. Seul Saifi est resté. Et au bout d'un moment, j'avais fait quelques mètres, j'ai entendu 2 fois boum. Ça veut dire qu'il y a bien longtemps que Glosy avait entendu le bruit, qu'il s'était préparé, et quand l'autre est rentré, il l'a tiré. Anthony quitte la cour d'assises comme il y était arrivé, entre 2 policiers. Aux yeux des jurés, pourtant, son récit semble sincère. Chaque partie va maintenant tenter d'en tirer argument. Il a reconnu qu'ils étaient venus pour cambrioler. Il a reconnu qu'ils avaient pris une antenne de voiture pour crocheter la porte. Et donc il a reconnu également qu'ils n'arrivaient pas à ouvrir la porte et donc il y avait effraction. C'est-à-dire qu'on passe du cas de légitime défense simple à la présomption de légitime défense lorsque vous pénétrez chez des gens de nuit par effraction. Il y a une présomption de légitime défense. Moi j'ai eu peur, c'est sûr. Moi j'ai eu peur, sinon je ne tire pas. Écoutez, en pleine nuit, vous levez à 4h du matin, vous êtes à poil, vous voyez quelqu'un chez vous, je ne sais pas qui c'est qui n'aurait pas peur. Hein. Surtout que moi je dormais. Et s'il me file un coup de quelque chose, non, Si le récit d'Anthony a contribué à préciser quelques points, il n'a pas permis de connaître exactement le déroulement des faits dans le bar. Les 3 comparses s'étant éloignés de l'établissement au moment où Djamil y pénétrait, personne ne peut dire combien de temps s'est écoulé avant que ne retentissent les 2 coups de feu. L'antenne. Ça, c'est les couteaux. Sur la table réservée aux pièces à conviction, le fusil à canoncier de Jean-Pierre Glosy et le revolver 357 Magnum avec lequel il a tiré la nuit du drame. s'il n'avait pas été armé, ça serait peut-être pas arrivé. Ouais. Mais c'est-à-dire que ces jeunes-là qui volent, ils ont beaucoup de culot aussi. Ils sont tout le temps plusieurs. Bon, mais on veut bien se bagarrer à 30 ans, à 40 ans, mais quand on arrive près de 60 ans, moi je me vois mal m'envoyer 4 drôles de 20 ans à 60 ans, vous comprenez quoi. Alors, il faut bien appeler, si vous voulez, la police, mais tant que vous appelez, déjà il faut avoir le téléphone sous la main. Et puis si vous mettez une bonne branlée, bon, mais il n'y a pas photo quoi. Et puis... Je sais bien qu'il ne faut pas avoir d'armes, qu'il ne faut pas, mais...
La cour d'assises a fini l'examen des faits reprochés à l'accusé. Magistrats et jurés vont maintenant se pencher sur la personnalité et sur la vie de Jean-Pierre Glosy. Ça, on peut tout dire ici. Il faut pas hésiter d'une part à exprimer vos sentiments. Vous n'êtes pas pour ça aussi, parce qu'il faut qu'on vous juge par rapport à votre personnalité et votre ressenti. Et donc vous expliquez bien tout, même si c'est un peu long, peu importe. Il vaut mieux donner des précisions importantes sur avant les faits. Moi, j'étais un garçon qui était content de me lever le matin, d'avoir un travail qui me plaisait. Je m'étais fait une bonne clientèle de copains, de gens qui travaillaient. C'était très bien. Franchement, j'ai été heureux dans mon travail. Et puis, on est avec les gens, parce que j'aime les gens. Je suis assez social. J'aime les gens, moi, je vais filer un os à un chien, voilà, quoi. J'adore les animaux. Si on m'emmerde pas, il n'y a pas de problème, quoi. On était bien. Travaillant depuis l'âge de 14 ans, Jean-Pierre Glosy menait une vie rangée, ponctuée par les impératifs et les horaires de son bar. Il ne s'accordait que 2 loisirs, le football et la pêche, sur le bassin d'Arcachon. J'avais une petite voiture tout à fait ordinaire. J'allais à la pêche sur le bassin l'été, quand je le pouvais. Et puis quand je pouvais jouer au football avec mes copains, ma vie était relativement simple. Et c'était très bien. Moi, les autres peuvent être mieux que moi, je m'en foutais complètement. Je ne suis pas ni jaloux, ni rien. Moi, ce qui comptait, c'était mon travail, payer ce que j'avais à payer, et puis c'est tout, quoi. J'en voulais à personne. Comment cet homme, à la vie aussi lisse, a-t-il pu, à 52 ans, basculer ainsi dans un geste criminel? C'est la question que va poser la Cour à l'expert psychiatre, le docteur Bernard Antoniol. Je dirais que le passage à l'acte était un peu discordant avec le personnage. Il n'a pas de facteur péjoratif, enfin, ce n'est pas un personnage asocial, on peut exclure un trouble de la personnalité. Enfin, je dirais, il n'est en particulier pas ni psychopathe ni paranoïaque. Pas un personnage qui en veut à la terre entière, qui est dans, je dirais, dans un univers phénoménologique de l'autodéfense. Bon, et effectivement, là, tout bascule. Il n'y a pas de continuité. Jean-Pierre Glosy avait acheté le bar du Monument en 1992. Il se plaisait au Bouscat, dans cette banlieue de Bordeaux aux airs de petit village calme et paisible. Dans son établissement, il faisait à manger pour quelques dizaines d'habitués et il servait au bar jusqu'au soir. Il faisait pratiquement tout seul, servir, préparer le repas, voire participer au service du repas. Et même le mercredi, quand on joue au foot, il venait s'entraîner. Et après, il nous refaisait des repas le mercredi, une fois par semaine, au foot, au foyer du football. Donc je pense qu'il ne rechignait pas à la tâche, il n'y a que la passion qui peut mener à ça. Il a un très bon CV, on va dire. C'est quelqu'un qui a une enfance très difficile, donc il va être plein. C'est quelqu'un qui s'en est sorti à la force du poignet, donc il va être admiré. Et c'est quelqu'un qui est chez lui tranquillement alors qu'il ne demande rien à personne. Et un jeune rentre. Et ce jeune, apparemment, ne veut pas sortir ou est présenté comme menaçant. Lui-même a un profil difficile, le jeune. Immigration, seconde génération, ne travaille pas, ne s'acharne pas au travail, est connu du service de police. Et donc on a la confrontation de quelqu'un de bien et de quelqu'un de moins bien dans le profil social. Aujourd'hui, il paraissait déterminant de faire comprendre aux jurés que cet homme a toujours travaillé comme une force de travail absolument incroyable. Il s'est construit tout seul, il a eu une enfance particulièrement difficile avec des maltraitances, avec des carences maternelles. Et dès qu'il a pu, il a trouvé comme élément salvateur le travail. Car Jean-Pierre Glosy a une faille secrète, son enfance. Il a été élevé au tout début des années 50 dans cette cité ouvrière de Gradignan, entre une mère devenue prostituée et un père ouvrier métallurgiste à Bègles, au caractère très effacé.
Il a des facteurs de vulnérabilité liés à une histoire traumatique infantile authentique. Dans cette histoire infantile, il a accumulé, je dirais, pas mal de haine, en particulier envers ses parents. Je dirais, plus envers son père qu'envers sa mère. Il n'en parle pas, c'est quelque chose qu'on connaît par l'intermédiaire du dossier, mais à l'audience, il en parlera peu. Ça reste une blessure, il se montre très émotif quand la question est évoquée, et puis très rapidement, il essaie de passer à autre chose. Ballotté entre sa mère et des familles d'accueil, Jean-Pierre Glosy est finalement récupéré par son père. Mais entre-temps, celui-ci a épousé une voisine acariâtre qui, selon les témoignages, traite littéralement comme un chien cet enfant qu'elle rejette. Je ne voyais pas la vie autrement qu'en travaillant. À l'âge de 14 ans, je suis parti en apprentissage de charcuterie, cuisine. J'ai fait 3 ans. J'ai eu le CAP. Après, j'ai travaillé un peu au Capucin le matin en se levant de bonne heure à 4 heures jusqu'à midi. Et puis après, donc il y a eu ce service militaire. Après l'armée, il se lance dans la restauration d'entreprise avant d'exploiter 2 commerces à Bordeaux. Un bar avec meublé d'abord, une brasserie du quartier Nansouty ensuite, où il sera cambriolé une première fois. Mon premier bar en 80, jusqu'à 88, que j'ai revendu. Après, de 88 à 92, j'en ai pris un autre qui a très très bien marché, que j'ai très bien revendu aussi. Et puis en 92, j'ai acheté au Bouscat, et puis jusqu'à 2003, quoi. Au 14 juin 2003. Je pense que tout le monde a ressenti que c'était quelqu'un qui était un énorme travailleur, qui avait voulu, parce qu'il avait eu une jeunesse terriblement difficile, une enfance même difficile, avoir une sorte de revanche sur la vie. Il aurait pu mal tourner et au contraire, il s'est lancé à fond dans le travail. Pour lui, le travail, le commerce, son bar, son restaurant, comme l'ont dit les experts, c'est quelque chose de très important. Il a chèrement acquis ce qu'il a et il n'est pas homme, comme je l'ai dit, à se laisser spolier sans rien dire. C'est évident. Il y a une espèce d'attachement au bien acquis qui est très très fort. C'est aussi un facteur psychologique de cette affaire. C'est un gars, il se laisse pas faire. Quand même, si on l'attaque, il va se défendre. Il va pas se laisser faire. C'est un homme, quoi. Il y a un contexte aussi qui est très important, et c'est que quand même le bar, c'était aussi sa maison. Et l'intrusion, c'est quand même aussi une intrusion dans la maison. Ce soir, les jurés savent tout ce qu'il est possible de connaître des faits reprochés à l'accusé et de sa personnalité. Pour autant, cette journée d'audience laisse un certain nombre de questions sans réponse. Jean-Pierre Glosy a-t-il tiré pour se défendre ou pour tuer? C'est sur ce point qu'accusation et défense vont s'affronter demain. Cette seconde journée d'audience sera décisive. Selon le verdict qui sera rendu dans quelques heures, Jean-Pierre Glosy sera définitivement libre ou, au contraire, il devra regagner, pour quelques mois ou de longues années, la cellule où il a déjà passé une année de détention provisoire. Vous le laissez là, monsieur? Là, ouais. On va pas le mettre dans la salle? Ouais. Afin de ne pas être pris au dépourvu, il arrive donc ce matin au palais de justice de Bordeaux avec un sac contenant quelques affaires. Le début de cette journée sera consacré à l'examen de la personnalité de la victime, Djamil Saifi. Ses proches ont mal vécu l'audience d'hier, notamment les accusations de cambriolage portées contre le jeune homme. Ils ont apporté à leur avocat des photos de Djamil enfant. Hier, on nous pensait qu'on avait vu des accusés. On dort le soir. Tu n'as pas pu dormir.
Toute la nuit, je n'ai pas dormi. C'est pour ça que je fais qu'on les accusés. Un jeune 19 ans qui est mort, on les accusés. C'est la première fois que je viens dans notre bout dans ma vie. C'est la première fois que je viens ici. Je sais que c'est dur. Mais vous me direz. Bonjour, hein? J'ai besoin d'un peu de renfort pour ça. Pourquoi? Je sais pas. Vous voulez changer de rôle? Non, c'est pour protéger. Mais non, c'est pas, il ne m'agressait pas. Hein. Il était mal parce qu'il avait le sentiment d'être accusé et que c'était le gamin qui était accusé. Il pleure, là, lui, il est très mal. Ce que les proches de Djamil ont du mal à supporter, c'est l'impression de voir juger la victime en même titre que l'accusé. À la barre, des larmes plein la voix, la jeune cousine de Djamil évoque ce garçon irradiant la bonté, plein de projets, désireux essentiellement de s'insérer et de trouver du travail. C'est un jeune qui avait plutôt un profil social d'intégration par le biais de sa famille, qui est présenté, je crois, comme quelqu'un de gentil par ses camarades, par ses copains, et qui faisait quand même des stages, même si on a quelques assistantes sociales ou personnes de la NPE qui disent qu'il n'était pas très assidu. Peut-être aussi que c'est pas facile quand vous faites un ou deux stages et que vous êtes rejeté parce que vous êtes d'origine arabe. Hein. Malheureusement, il y a ça aussi, je crois, dans notre société. Donc, c'est peut-être pas facile non plus d'être le premier de la classe dans ces conditions-là. L'avis des policiers et des magistrats sur le jeune homme est plus nuancé. Djamil semblait passer ses journées à regarder des DVD et ses nuits à traîner avec ses copains du quartier Saint-Jean, au lieu du trafic de cannabis selon les enquêteurs. Bien qu'âgé seulement de 19 ans et 11 mois, Djamil était déjà titulaire de 10 interpellations et d'une condamnation pour vol. La difficulté, voyez-vous, c'est qu'il était connu, mais on nous a donné toutes les fiches parquet dans le dossier. On n'a que des classements sans suite. Et quand on écoute les différents témoins, il y a eu le fait qu'on l'a retrouvé à côté d'un copain qui avait cassé la vitre d'une voiture, qui avait pris un sac. Apparemment, c'est l'autre qui avait pris le sac, mais comme ils étaient ensemble, ils ont été condamnés en coaction. La famille de Djamil Saifi reproche à Jean-Pierre Glosy de n'avoir ni remords ni regrets. Dans sa plaidoirie, en leur nom, Éric Grossel dresse de l'accusé le portrait d'un bon Français qui s'est érigé en meurtrier sous le coup de la colère. Pour l'avocat, Jean-Pierre Glosy était bien animé d'une intention homicide, ce qui exclut toute excuse de légitime défense. La cour. Légitime défense, c'est exclu. Il n'est pas menacé. La personne ne lui saute pas dessus. La personne veut s'enfuir et lui la poursuit et il veut à tout prix la bloquer. Donc à mon avis, la légitime défense, ça ne tient pas du tout la route, pour prendre une expression triviale. Deuxième élément, est-ce qu'il a tiré sans vouloir tuer? Il tire à bout portant dans l'abdomen, donc il ne risque pas manquer sa cible, à 1,30 m. Ce qui veut dire que là, je crois qu'on est en plein dans la volonté de le tuer pour l'arrêter. Et ça correspond à l'analyse du psychiatre et du psychologue qui l'ont rencontré en disant que finalement, à partir du moment où on porte atteinte à l'intégrité de ses biens, c'est à lui-même qu'on porte atteinte, à son narcissisme, etc. Tout ce que j'ai gagné, on me l'enlève. Je ne veux surtout pas qu'on me l'enlève, et puis on tue. Dans son réquisitoire, l'avocat général explique que l'accusé, incapable de faire confiance à autrui, a voulu faire sa propre justice. La loi, c'était lui, dit Jean-Pierre Esperben. Selon le magistrat, Jean-Pierre Glosy, tapi dans l'ombre du bar, a attendu patiemment son cambrioleur pour l'abattre froidement. Il écarte donc lui aussi la légitime défense et réclame une peine de 7 à 8 années d'emprisonnement. Le réquisitoire a achevé de séparer les deux camps. Les amis de l'accusé espèrent un acquittement encore possible. Les proches de la victime appellent à une condamnation sévère. Face aux réquisitions de l'avocat général, la tâche de la défense est rude.
il faut aux avocats persuader la Cour et le jury que Jean-Pierre Glosy était en état de légitime défense et qu'il n'a jamais eu l'intention de tuer. L'un après l'autre, les deux avocats tentent de convaincre magistrats et jurés. Jean-Pierre Glosy est dépeint comme un homme qui a simplement eu peur pour sa vie. La thèse du meurtre délibéré est rejetée par Maître Ducos-Sader comme étant un roman qui ne repose sur rien. La défense demande l'acquittement de Jean-Pierre Glosy. On reproche à cet homme d'avoir des armes, on reproche à cet homme de ne pas avoir secouru la victime, etc. Peut-être, mais ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas être prises en considération pour l'appréciation de la légitime défense parce que ça se passe après. Je leur ai demandé pour finir qu'ils acceptent ce qu'on appelle l'exception de légitime défense et qu'ils retiennent cette légitime défense qui me semble collée à ce dossier. Comme le veut la procédure, l'accusé est emmené dans une salle à part où il attendra le verdict sous surveillance policière. Le président de la Cour, ses deux assesseurs et les 9 jurés populaires, 7 hommes et 5 femmes, s'assoient autour de cette table pour le délibérer. Ils doivent répondre à 4 questions dont 2 posent véritablement problème. La question numéro 3 concerne l'intention homicide. Si la réponse est oui, l'accusé peut être condamné pour meurtre. Si la réponse est non, il ne peut être condamné que pour de simples coups mortels, c'est-à-dire pour des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La sanction serait moins lourde. La question numéro 4 traite de la légitime défense. Elle est décisive. Son éventuelle acceptation entraînerait pour Jean-Pierre Glosy l'irresponsabilité pénale et donc l'acquittement. Le délibéré a duré 4h30, l'audience reprend. Voici les réponses données aux questions et l'arrêt délibéré en commun. Aux questions numérotées 1 et 2, relatives aux faits de violence ayant entraîné la mort de Jamil Saïfi. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. À la question numérotée 3, relative à l'intention homicide, la réponse est non. À la question spéciale relative à la cause d'irresponsabilité pénale au titre de la légitime défense, la réponse est non, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré et voté à la majorité conformément à la loi, attendu qu'il résulte de la déclaration de la Cour et du jury dans leur réponse aux questions posées, que l'accusé est coupable des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, condamne M. Jean-Pierre Glosy à la peine de 5 années d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis. Prononce à la majorité absolue des peines complémentaires d'interdiction de détention de portée des armes soumises à l'autorisation pendant 5 ans et la confiscation des armes saisies. Condamne l'accusé toujours pour relever appel de l'arrêt qui vient d'être rendu. Passez les délits sur les plans.
L'audience criminelle est levée. Il est mort! Deux points de mesure. Il est mort! Deux points de mesure. C'est meurtrier, il a tué! Il a 19 ans! Il avait 19 ans! Il avait 19 ans! Au terme d'un très long délibéré, la cour d'assises a décidé que Jean-Pierre Glosy n'était pas en état de légitime défense au moment des faits, mais qu'il n'avait pas pour autant eu l'intention de tuer. Il est donc condamné à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis pour coup mortel. N'ayant effectué qu'1 an de détention provisoire, il a été réincarcéré aussitôt après l'audience pour purger le reste de sa peine. Le condamné n'ayant pas fait appel de la décision de la cour d'assises de la Gironde, le verdict est devenu définitif.